Il y a des enfants qui grandissent sans jamais vraiment avoir été enfants, pas parce qu'ils ont vécu quelque chose de dramatique, pas parce que leur famille était défaillante au sens visible du terme, mais parce qu'à un moment, quelque chose s'est inversé et ils ont commencé à s'occuper de leurs parents au lieu que ce soit l'inverse. De l'extérieur, ces enfants-là passaient souvent pour des enfants remarquables, matures, responsables, sages pour leur âge. Et personne ne voyait ce que ça coûtait, parce que ça ne ressemblait pas à un problème, ça ressemblait à une qualité. Les psychologues appellent ça la parentification. C'est le processus par lequel un enfant se retrouve à jouer le rôle du parent, émotionnellement, pratiquement, ou les deux. Il y a une chose que cette expérience a en commun avec la négligence émotionnelle. Elle ne se voit pas dans les photos de famille. Les anniversaires sont célébrés, les repas sont partagés, la maison fonctionne. Et pourtant, quelque chose d'essentiel s'est inversé silencieusement. Le flux de soins allait dans le mauvais sens, pas parce qu'il l'a choisi, parce que quelqu'un dans la famille en avait besoin et qu'il était là. Il y a deux formes que ça peut prendre. La parentification instrumentale, l'enfant qui gère les tâches pratiques, qui traduit pour ses parents, qui s'occupe des frères et sœurs, et la parentification émotionnelle, l'enfant qui devient le confident de sa mère, le soutien psychologique de son père, le régulateur émotionnel de la maison entière. C'est cette deuxième forme qui laisse les traces les moins visibles et les plus durables, parce qu'elle ne ressemble pas à de la souffrance. Elle ressemble à de la proximité, à une relation spéciale avec un parent, à être le préféré, le confident, celui en qui on a vraiment confiance. Et l'enfant qui la vit ne sait pas que quelque chose cloche. Il sait juste que maman a besoin de lui quand elle est triste, que papa va mieux quand il est là, que la maison est plus calme quand il gère. Et ça devient son rôle, son identité, la façon dont il comprend ce que signifie être aimé. Dans la tradition française, on valorise l'enfant sérieux, raisonnable, pas capricieux. Un enfant qui ne pleure pas pour rien, qui comprend les difficultés des adultes, qui sait se tenir. Ce modèle culturel peut couvrir la parentification d'un voile de normalité. Ce qui est une charge devient une vertu et personne ne pose de questions. Il y a quelque chose que cette expérience fait à l'identité. L'enfant parentifié ne développe pas un sens de lui-même indépendant de sa fonction. Il sait ce qu'il est pour les autres. Il sait ce qu'il fait. Mais ce qu'il est en dehors de ce rôle, c'est une question qu'il n'a jamais eu l'occasion de se poser. Il y a une scène qui revient souvent dans les témoignages de personnes qui ont vécu ça. Elles sont assises à côté d'un parent qui pleure. Et au lieu de se demander pourquoi leur parent pleure, elles se demandent ce qu'elles peuvent faire pour arranger ça. L'enfant ne pleure pas, l'enfant console. Et cette inversion-là, personne ne l'a nommée. Ce que ça produit à l'âge adulte est précis. Ce n'est pas un traumatisme bruyant. Ce sont des façons d'être en relation qui semblent naturelles parce qu'elles ont été formées avant qu'on ait le langage pour les questionner. Il y a aussi quelque chose qui se passe dans les amitiés. Les personnes parentifiées ont souvent des amis qui traversent des crises, pas par hasard, parce qu'elles savent comment être là dans la difficulté, mais quand les amis vont mieux, parfois quelque chose se relâche dans la relation, comme si la connexion n'avait de sens que dans le besoin. C'est le premier schéma qui explique ça. Tu te retrouves systématiquement à prendre soin des autres avant toi, dans chaque relation, amicale, amoureuse, professionnelle. Tu identifies rapidement ce dont l'autre a besoin et tu t'y consacres, pas parce qu'on te le demande, parce que c'est la façon dont tu sais exister en relation. Ce n'est pas de l'altruisme au sens pur, c'est quelque chose de plus ancien. C'est un enfant qui a appris que son rôle était de réguler l'état émotionnel des adultes autour de lui et qui est devenu adulte sans jamais désapprendre ça. Le soin qu'il donne n'est pas seulement pour l'autre, c'est aussi la façon dont il se sent en sécurité, dont il justifie sa présence, dont il existe dans la relation. Le deuxième schéma, tu as une difficulté profonde à recevoir, quelqu'un prend soin de toi et quelque chose en toi résiste, tu minimises, tu dévies, tu retournes la situation pour t'assurer que l'autre va bien. Recevoir, sans donner en retour immédiatement, crée une tension que tu ne sais pas comment tenir. Il y a aussi quelque chose dans la façon dont ces personnes gèrent leur propre souffrance. Elles ne la montrent pas facilement. Elles l'intègrent, la minimisent, la gèrent seules. Parce que dans l'enfance, c'était elles qui géraient la souffrance des autres. Leur propre souffrance n'avait pas vraiment de place. Parce que dans l'enfance, tu n'as jamais été l'objet du soin. Tu en étais la source. Et quand quelqu'un essaie maintenant de renverser ça, ton système nerveux ne sait pas quoi faire de cette information. Il cherche la tâche, il cherche le rôle, il cherche comment être utile pour justifier sa présence. Il y a aussi la question de la colère. Une colère qui ne trouve pas d'objet précis, pas contre le parent. On comprend, il était débordé, pas contre la situation, ça s'est fait naturellement. Mais quelque part, il y a quelque chose qui aurait voulu être un enfant plus longtemps. Et cette partie-là n'a jamais eu vraiment le droit de s'exprimer.
Le troisième schéma, tu as du mal à identifier tes propres besoins. Quelqu'un te demande ce que tu veux et il y a un blanc, pas par politesse, parce que la question elle-même semble presque étrange. Tes besoins n'étaient pas le centre de la conversation pendant ton enfance. Les besoins du parent l'étaient. Le quatrième schéma, tu as du mal avec les limites. Pas conceptuellement, tu sais ce que c'est. Mais poser une vraie limite, dire non, choisir tes besoins sur ceux de quelqu'un d'autre, déclenche quelque chose d'intense. Une anxiété, une culpabilité, comme si tu faisais quelque chose de mal. Parce que dans l'enfance, la limite était le problème. C'est quand tu n'étais pas disponible que les choses se dégradaient. La disponibilité totale était la condition de la paix. Et cette équation, ton système nerveux ne l'a pas effacée. Ce n'est pas un défaut, c'est une carte dessinée dans l'enfance avec les informations disponibles à ce moment-là. Et comme toute carte imparfaite, elle aide à naviguer certains territoires et elle égare dans d'autres. Arrêtons-nous ici une seconde, parce qu'il faut nommer quelque chose avant de continuer. Ces schémas ne font pas de toi quelqu'un de défaillant, ils font de toi quelqu'un dont l'enfance a demandé quelque chose qu'elle n'aurait pas dû demander. La différence est importante. Cette compréhension est réelle et elle complique la guérison parce qu'on ne peut pas vraiment être en colère contre quelqu'un qu'on comprend. Et sans la colère, il est difficile de reconnaître que quelque chose n'aurait pas dû se passer comme ça, que ce n'était pas ton rôle, que tu n'avais pas apporté ça. Cette culpabilité vient de l'enfant qui a intériorisé que le bien-être du parent dépendait de lui. Et quand l'adulte s'éloigne, géographiquement, émotionnellement, par simple fait de vivre sa propre vie, quelque chose en lui croit encore qu'il abandonne quelqu'un, que partir est une trahison. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le parent qui a parentifié son enfant portait lui-même quelque chose de trop lourd. Le cycle est ancien, il se transmet sans que personne ne le choisisse, et il peut s'arrêter à la génération qui commence à le voir. La guérison de ça ne ressemble pas à une rupture avec les parents, elle ressemble à quelque chose de plus subtil. À commencer à se demander ce que toi tu veux, à remarquer le moment où tu prends soin de quelqu'un par réflexe plutôt que par choix réel, à laisser quelqu'un d'autre porter quelque chose sans te précipiter pour l'alléger. Ces petits gestes semblent insignifiants, mais pour un système nerveux qui a appris que s'occuper de soi était dangereux, ils sont tout sauf insignifiants. Ils sont la preuve répétée que les vieilles règles ne s'appliquent plus. Il y a quelque chose que les personnes parentifiées font en relation et qui passe rarement pour ce que c'est. Elles écoutent extraordinairement bien, elles posent les bonnes questions, elles remarquent quand quelque chose ne va pas avant que l'autre l'ait verbalisé et tout le monde trouve ça merveilleux. Ce que personne ne voit, c'est que cette capacité s'est développée par nécessité. L'enfant qui doit gérer l'état émotionnel d'un parent apprend à lire les signaux avant qu'ils deviennent des crises. C'est de la survie déguisée en empathie. Et la différence entre les deux ne se voit pas de l'extérieur. Il y a aussi quelque chose qui se passe dans les relations amoureuses. Les personnes parentifiées ont souvent tendance à choisir des partenaires qui ont besoin d'elles, pas consciemment, parce que la dynamique de quelqu'un qui a besoin et quelqu'un qui donne est la seule carte qu'elles connaissent vraiment de l'intérieur. Et quand elles se retrouvent avec quelqu'un d'équilibré, de stable, qui n'a pas particulièrement besoin d'être sauvé, quelque chose en elles ne sait pas comment s'y positionner, le rôle n'est pas clair. Et sans rôle clair, elles ne savent pas si elles ont leur place. Ce qui complique encore tout ça, c'est la culpabilité envers le parent lui-même. Parce que dans la plupart des cas, le parent qui a parentifié son enfant ne l'a pas fait avec malveillance. Il était lui-même débordé, lui-même non soutenu, lui-même portant quelque chose de trop lourd. Et l'enfant a senti ça et a voulu aider. Ce n'était pas ton rôle. Cette phrase, pour certaines personnes, est la première fois qu'elles l'entendent vraiment. Pas comme une accusation contre leurs parents, comme une permission. La permission de ne pas avoir été responsable de leur bonheur. La permission d'avoir été un enfant qui avait le droit de ne pas savoir, de ne pas gérer, d'être simplement là, sans avoir à porter ce que les adultes portent. Il y a une image qui revient souvent dans les témoignages. L'enfant assis dans la cuisine pendant que son parent parle de ses problèmes. L'enfant qui hoche la tête, qui dit les bonnes choses, qui sait intuitivement comment calmer la tension dans la pièce et qui rentre dans sa chambre après, sans que personne ne lui demande comment lui il va, sans que personne ne remarque qu'il en avait peut-être besoin aussi. Ce moment-là, si répété, si normalisé, finit par devenir le modèle de toutes les relations. Je suis là pour écouter, je suis là pour aider. Mon tour de parler viendra peut-être. Souvent, il ne vient jamais. Et la personne apprend à ne plus l'attendre. Elle apprend à trouver dans le fait d'être utile quelque chose qui ressemble à de la connexion et qui en est une, d'une certaine façon, mais qui n'est pas entière. Il y a quelque chose dans la façon dont ces personnes vivent leur succès. Elles réussissent souvent très bien. Elles sont compétentes, fiables, capables de porter beaucoup. Et pourtant, ce succès ne les nourrit pas vraiment parce qu'il s'est construit sur la même logique. Être utile, être nécessaire, mériter sa place.
Le succès qui vient du besoin d'être indispensable ne ressemble pas à la fierté. Il ressemble à du soulagement. Et ce soulagement dure peu, parce que demain, il faudra à nouveau prouver qu'on mérite d'être là. Et pourtant, ces personnes ont quelque chose de rare, une capacité à tenir, à être présentes dans les moments difficiles, à ne pas fuir quand les choses deviennent lourdes. Cette force-là est réelle, elle a juste été forgée trop tôt et sans consentement. Ce n'était pas ton rôle. Et maintenant que tu peux le voir, tu peux commencer à choisir comment utiliser cette force. Non plus parce que tu dois, mais parce que tu choisis. Il y a quelque chose que les personnes parentifiées reconnaissent souvent très tard. Elles ont passé leur vie à se demander si elles en faisaient assez, jamais à se demander si on leur en demandait trop. Cette inversion-là est peut-être le changement le plus important. Pas accuser, pas effacer, juste nommer ce qui était et se donner enfin la permission de ne pas avoir tout apporté. Et des articles sur psychologie-decrypté.com pour aller plus loin. Ces deux réalités vont souvent ensemble, et les comprendre ensemble change quelque chose. Tu portais un rôle qui ne t'appartenait pas. Et maintenant que tu peux le voir, tu peux commencer à choisir ce que tu portes et ce que tu poses enfin. Est-ce que tu te reconnais dans cette description? Dis-le en commentaire, parce que nommer, c'est le premier pas. Si cette vidéo t'a parlé, tu trouveras d'autres analyses ici. Et si tu veux aller plus loin, la vidéo sur la négligence émotionnelle infantile est juste là. Ces deux réalités vont souvent ensemble.